En 1970, l'Union soviétique démarre un projet colossal dans la péninsule de Kola au nord-ouest du pays. Tout près de la petite bourgade de Zapolyarny se trouve le forage SG3, autrement dit le forage de Kola. L'objectif était simple, creuser le plus profondément possible, atteindre la croûte terrestre puis le manteau liquide. Et si possible, essayer d'aller au centre de la Terre. Pendant 19 ans, les ingénieurs vont utiliser des machines pour créer un trou de quelques centimètres de large, atteignant 12 289 mètres de profondeur. Le projet est mis en suspens en 1989 et définitivement arrêté en 2005, faute de budget et de résultats. En effet, les ingénieurs n'ont percé qu'un tiers de la croûte terrestre, soit environ 0,1% du chemin parcouru. Explorer les entrailles de notre planète s'avère être beaucoup plus difficile que prévu. Néanmoins, cela reste le forage scientifique le plus profond jamais percé par l'homme. On a pu en apprendre plus sur la composition des roches et comment se comporte la croûte terrestre. Malgré sa béante profondeur, le forage de Kola n'est pas l'endroit le plus profond, puisqu'il a été battu par des puits de pétrole sur l'île de Sakhalin, à l'autre bout du pays, au nord du Japon. Mais est-ce que vous saviez qu'il existe un lien, aussi étroit puisse-t-il être, entre le forage de la Terre et la terraformation de Mars ? La terraformation, c'est un concept de science-fiction qui consiste à transformer un corps céleste en un endroit habitable pour les êtres vivants. En d'autres termes, transformer un enfer en un paradis personnalisé. L'exemple le plus cité est celui de la terraformation de Mars. Et autant dire que ça vend du rêve à beaucoup de gens. Imaginez, transformer un désert froid uniquement composé de roches, de sable et de glace carbonique en un magnifique endroit verdoyant, tempéré et continental. La question à se poser, c'est de savoir si un tel concept est seulement possible. Et il existe plusieurs réponses. Du point de vue de l'univers entier, oui. Rien dans la physique n'empêche fondamentalement l'idée de terraformer une planète et de la rendre habitable. Le problème, c'est que cela nécessite une technologie tellement avancée que même la centaine de générations qui arrivent n'aura pas atteint le stade civilisationnel nécessaire pour accomplir un tel exploit. C'est un petit peu comme la colonisation de notre système solaire. Ce n'est pas parce que c'est techniquement possible, réalisable, que ça va forcément arriver de notre vivant. La terraformation nécessite un nombre incalculable de problèmes à résoudre, ainsi que des filtres qu'il faut absolument franchir. Si quelque chose ne fonctionne pas, alors l'ensemble du projet est caduc. Et parmi les conditions, il y en a 3 qui sont plus que capitales. Premièrement, l'atmosphère de Mars est quasi intégralement composée de CO2. Ce dernier doit être remplacé par du dioxygène et du diazote, les composants de l'atmosphère terrestre. Sans parler de la pression de l'air qui doit être multipliée par 170. En d'autres termes, il faut amener sur la planète rouge 4 250 000 milliards de tonnes d'air. Bon courage. Et il faut réchauffer cette atmosphère pour qu'elle soit habitable pour les êtres vivants. Je rappelle, la température moyenne de Mars, c'est moins 63 degrés. À titre de comparaison, la Terre Adélie avec ses moins 30 degrés, c'est plutôt un paradis tropical. Deuxièmement, la gravité de Mars est 3 fois inférieure à celle de la Terre. Il faut donc construire un simulateur de gravité géant pour avoir la même pesanteur que sur Terre. N'essayez même pas de vous représenter ça dans votre esprit, c'est impossible, inconcevable à l'heure actuelle. Et troisièmement, il faut réactiver le champ magnétique, qui est nécessaire pour ne pas être bombardé de radiation solaire. Et aussi pouvoir naviguer à la boussole le jour où on y aura mis des océans. Sinon on va se retrouver comme Jack Sparrow, avec une boussole qui ne marche pas. Le champ magnétique est directement dépendant du noyau externe liquide de la planète. La rotation du noyau liquide va distordre le champ magnétique, ce qui permet d'avoir des courants électriques suffisamment puissants pour dévier les vents solaires. C'est le cas de la Terre, mais pas de Mars. Son noyau externe est solide, et il ne tourne pas sur lui-même. Cette absence de rotation ne provoque donc pas d'écoulement ni de distorsion, et donc pas de champ magnétique. Pour remédier à ce problème des plus épineux, il va falloir creuser jusqu'au centre de Mars, atteindre le noyau externe solide et le faire tourner sur lui-même tout en le rendant liquide. Je vous laisse un petit peu réfléchir sur la portée surréaliste de cette affirmation. Ce n'est même pas la peine d'essayer de penser que cela pourrait marcher dans les prochains siècles. C'est hors de portée de notre technologie actuelle.
Traverser le centre d'une planète relève plus de la science-fiction qu'autre chose, et ce à cause de la pression monumentale de plusieurs millions de bars, des températures infernales et du poids de la planète juste au-dessus de vous. C'est aussi pour cette raison que la théorie de la Terre creuse, pourtant prise très au sérieux par quelques scientifiques au XVIIIe siècle, ne tient pas debout. Et n'essayez même pas avec une géante gazeuse, c'est encore plus improbable, parce que la pression en leur centre est encore plus forte. La majorité de leur composition est liquide. Ce n'est ni de l'eau, ni un truc gluant, mais de l'hydrogène métallique, extrêmement chaud, et un cœur de glace et de roche fondue avec une pression de dizaines de millions de fois supérieure à celle du niveau de la mer. Si vous avez l'idée de faire un forage spatial, envisagez d'abord les astéroïdes, même si la tâche s'avère déjà incroyablement complexe. À l'heure actuelle, aucune machine, aucun matériau, aucune technologie n'est capable de liquéfier le cœur d'une planète. Nous ne sommes déjà même pas capables de traverser ne serait-ce que la moitié de la croûte terrestre. Et pour achever de briser vos rêves, sachez que même si nous avions la capacité incroyable de pouvoir réaliser un tel projet, le traité de l'espace ne nous donnera même pas l'autorisation de le faire. Si je vous parle de tout cela, c'est parce qu'il y a quelques décennies, on avait l'impression qu'il était possible de percer la croûte terrestre, mais par le biais d'un matériau aussi efficace qu'effroyable. Et c'est ce que je vais vous raconter dans la suite de l'épisode. Ce que vous voyez là est le démarrage d'un réacteur à fission nucléaire. Il ne fait pas particulièrement de bruit, et sachez que la radioactivité est totalement inodore et silencieuse. Contrairement à ce que vous pouvez penser, le combustible nucléaire n'est pas de la bouillie gluante vert fluo. Si vous pensez ça, c'est que vous avez été un petit peu trop influencé par Hollywood ou les Simpsons. Ou Greenpeace. Ici, nous avons de la lumière bleue. C'est ce qu'on appelle l'effet Cherenkov. Les années 1950 voient l'apparition des toutes premières centrales énergétiques civiles à fission nucléaire de l'uranium. En gros, les centrales nucléaires. Un réacteur a continuellement besoin d'être refroidi. Dans le cas contraire, il commence à surchauffer et à fondre. Et c'est ce qui s'est passé dans le laboratoire de Santa Susana en 1959 dans le désert de Californie. À la suite d'un incident, le cœur du réacteur a partiellement fondu, créant ainsi un tout nouveau matériau sur Terre, le corium. Astronogeek a d'ailleurs réalisé une superbe vidéo sur cette effroyable substance que je vous mets dans la description. Le corium est du combustible nucléaire fondu. C'est une sorte de lave radioactive sous stéroïdes. À titre de comparaison, un vulcanologue qui se tient près des roches en fusion, c'est l'équivalent d'une après-midi à la plage. Cette bouillie est tellement dangereuse qu'elle est capable de percer n'importe quel matériau. Et pas que du matériau d'ailleurs. 3 fois plus chaude que la lave en fusion, elle peut faire de gros dégâts si elle n'est pas correctement confinée ou protégée. En 1967, le physicien W.K. Ergen émet une possibilité quant aux conséquences de l'apparition de corium. Puisque ce dernier peut s'infiltrer dans le sol s'il n'est pas confiné, jusqu'où peut-il s'arrêter ? La croûte terrestre est composée de roches très chaudes dès qu'on y va un petit peu en profondeur. Mais ça n'est rien par rapport à la dangerosité du corium. Ergen émet alors une hypothèse. Pour lui, il est tout à fait possible que du corium créé aux États-Unis puisse s'infiltrer dans la croûte terrestre, puis ensuite dans le manteau, rebondir sur le noyau externe liquide et remonter à la surface à des milliers de kilomètres de là, disons en Chine. Et il a appelé ça le syndrome chinois. Bon, en vrai, ça n'a rien à voir avec la Chine. C'était juste une hypothèse et c'est devenu une expression. En mars 1979 sort un film, The China Syndrome, dont l'histoire fictive est basée sur cette hypothèse. Comble de l'ironie, 10 jours seulement après la sortie du long métrage au cinéma, a lieu dans la vraie vie le plus grave incident nucléaire sur le sol américain. La centrale nucléaire de 3 Mile Island en Pennsylvanie voit son réacteur numéro 1 fondre partiellement et créer du corium. Quelques jours plus tard, le président de l'époque, Jimmy Carter, se rend sur place. Et avec le succès du film en salle Le syndrome chinois, l'idée de cette hypothèse commence à faire son chemin. De plus en plus d'inquiétudes circulent autour du corium et de sa capacité potentielle à traverser les entrailles de la Terre. Ce combustible incroyablement dangereux pour les êtres vivants de par sa radioactivité excessive semble être taillé pour percer la croûte terrestre et ainsi provoquer une catastrophe. Imaginez des colonnes de corium apparaître un peu partout sur Terre, à l'image d'un point chaud volcanique. Si on veut chercher la petite bête, le corium est le seul matériau capable d'atteindre les entrailles de notre planète.
Fort heureusement, ça ne devrait jamais arriver. En effet, si le syndrome chinois était considéré comme une hypothèse très sérieuse jusque dans les années 90, aujourd'hui on sait que le noyau de notre planète est beaucoup plus résistant qu'on ne le pensait à l'époque. Si un corium particulièrement énervé venait à percer le manteau terrestre, après avoir percé la croûte, il serait immédiatement arrêté par le noyau externe et englouti par sa chaleur, qui lui aussi est liquide et 2 fois plus chaud que les combustibles nucléaires. Aujourd'hui, les scientifiques savent qu'il est strictement impossible que de l'uranium fondu traverse notre planète. Le syndrome chinois est un concept catastrophiste qui relève aujourd'hui de la science-fiction. Et n'essayez même pas de terraformer Mars avec du corium, ça ne marchera pas. Si je vous parle de terraformation de Mars et de combustible nucléaire, c'est surtout pour vous rappeler à quel point les entrailles des planètes, notamment les planètes telluriques comme la Terre ou Mars, sont incroyablement résistantes et que c'est extrêmement difficile de percer leur mystère. Ils font partie des points les plus inaccessibles que l'on connaisse, au même titre que les profondeurs des océans. Il y a plus d'astronautes qui sont allés sur la Lune que de scientifiques qui ont exploré la fosse des Mariannes dans le Pacifique, l'endroit le plus profond sous la mer. Bien que nous ayons acquis le stade technologique suffisant pour envoyer des robots explorer le système solaire, nous demeurons incapables de percer 35 km de croûte terrestre. Et des combustibles nucléaires effroyablement dangereux ne suffisent pas à remplir cet objectif, même par accident. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube et partager mon travail s'il vous plaît, ainsi que mettre un petit pouce bleu, un commentaire et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. À très bientôt.